dans mon monde idéal, tu joues à Kern, mais tu passes dans absolument tous les embranchements que j'ai écrits, tu Évidemment. vois? Et il y a plein de moments où on m'a dit: «Non, bah, ça, si enfin, tu vois, ce personnage principal, ce personnage secondaire, si on le voit pas, c'est pas grave». Et moi, je me dis: «Bah, non, non, c'est pas possible, il y a un enjeu narratif et émotionnel là-dedans». Salut à tous, bienvenue dans Player, l'émission qui vous fait découvrir des gamers inattendus. Et mon invité cette semaine, c'est Mathieu Bablet. Il a 39 ans, il est né à Grenoble, a fait ses études dans la ville où je suis né, d'ailleurs à Chambéry. Il est surtout dessinateur et scénariste de bande dessinée et on lui doit récemment l'histoire et la direction artistique du jeu vidéo Kern. Bonjour Mathieu. Salut Sylvain. Alors merci d'être là, même si tu es à l'autre bout du monde, à La Réunion précisément. Je vais commencer avec une question que je pose toujours en premier à nos invités. C'est quoi ton jeu préféré ? Oui, alors c'est toujours un peu dur de répondre à cette question, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. Mais je pense que le jeu, moi, qui me reste le plus après, des années justement à jouer sur différentes plateformes, c'est Ico de Fumito Alors, Ueda, pardon. ouais, c'est marrant que tu parles justement d'Ico parce que Fumito Ueda, il a pris son indépendance depuis quelques années. Il a fondé donc la team Ico, pour ceux qui le connaissent pas. C'est le nom donc de son premier jeu pour les studios PlayStation. Pourquoi tu apprécies autant les jeux de ce créateur ? Parce que tu m'as parlé d'Ico, mais aussi de Shadow of the Colossus. Au final, voilà, c'est vraiment Ico qui t'a marqué au fer rouge. Oui, oui, oui. Alors déjà, donc, bah, il faut savoir que, enfin, moi, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très très tôt, sur Mega Drive en premier, avant de passer à la PlayStation. Et finalement, en fait, Ico, c'était la première fois déjà que, en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, j'étais confronté à quelque chose qui ressemblait absolument pas à ce à quoi j'avais joué précédemment. Et surtout, en fait, ce qui m'a profondément touché, moi, c'est vraiment le rapport au décor, en fait, enfin, des choses qu'on va retrouver ensuite dans mon travail, mais le rapport au décor, à l'ambiance et au silence. Vraiment, c'est un jeu très aride, finalement, parce qu'il n'y a pas de dialogue, pas ou peu d'explications. Et puis, on est vraiment là dans un château à essayer de s'en échapper avec Yorda. Et enfin, voilà, c'était un ovni à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui est sorti, ça reste encore quelque chose, un ovni et en tout cas une pierre un peu angulaire d'une direction dans laquelle le jeu vidéo s'est engouffré. Et donc ça reste pour moi vraiment, ouais, je pense, mon souvenir de jeu vidéo le plus marquant. Est-ce que Shadow of the Colossus et The Last Guardian ensuite, ils t'ont autant marqué ? Oui, oui, oui. Bah, objectivement, même Shadow of the Colossus est un meilleur jeu qu'Ico. C'est parce que fort de l'expérience de Fumito Ueda, bah, ils sont allés un cran au-dessus en termes d'ampleur, en termes encore une fois de solitude et de rapport au monde. Enfin voilà, d'arpenter ces terres désolées, c'est assez fou. Et The Last Guardian, malgré le fait qu'ils soient un peu cassés, parce que ça a été un développement, pendant plus de 10 ans, je crois, C'est ouais, vrai. ça reste une proposition artistique, encore une fois, extrêmement originale. Donc ouais, je suis fan et j'attends son prochain jeu avec énormément d'impatience. Alors, je le disais, hein, tu es dessinateur, scénariste de bande dessinée. Est-ce que le jeu vidéo, et particulièrement les jeux de la Team Ico, ça t'a aidé sur certains de tes projets ? Je pense par exemple à Shangri-La, et c'était d'ailleurs la première fois qu'on se rencontrait à l'époque où tu avais sorti Shangri-La. Ensuite, il y a eu Salon de Jenny, Carbone et Silicium, qui sont deux chefs-d'œuvre. Je le conseille d'ailleurs à nos auditeurs. Mais justement, ces BD-là, elles reprennent, en tout cas c'est mon impression, une progression scénaristique qui est assez proche de celle d'un jeu vidéo. Donc, est-ce que tu t'es justement inspiré de ta passion pour le jeu vidéo pour créer ces BD-là ? Ouais, ouais, ouais. Je pense au début que c'était quelque chose de complètement subliminal dans la mesure où c'était pas calculé. Mais effectivement, enfin moi, je jeu vidéo depuis que je sais lire, quoi. Donc la bande dessinée m'a autant accompagné que le jeu vidéo dans mon parcours artistique. Et effectivement, il y a des choses dans le jeu vidéo que on va pouvoir, sur lesquelles je vais pouvoir me raccrocher, moi, pour la création de mes univers et l'écriture. Alors sur des trucs très, très pragmatiques, la narration environnementale, tu vois, je te citais Ico et les jeux, et Shadow of the Colossus, et cetera. Mais de manière générale, l'immersion
dans les mondes que proposent les jeux vidéo, c'est pas quelque chose qu'on a, en équivalent en bande dessinée et pour autant c'est quelque chose vers lequel j'essaye de tendre. C'est-à-dire à chaque fois des décors et des univers, très marqués, très détaillés dans lesquels il y a une dimension de contemplation importante et ça vient directement, du jeu vidéo et dernièrement, principalement, avec Silent Genie d'ailleurs, qui est un récit sur 300 pages, donc c'était très, très étalé dans le temps. J'avais besoin, d'avoir une structure, narrative qui soit assez efficace, dans lequel on aille de petites missions en petites missions et quand les missions sont terminées, le personnage principal, Jenny, retourne dans le hub central et ça, bah, c'est directement emprunté évidemment aux jeux vidéo. Ouais, tous les open world, Horizon, etc. Tout ça, c'est voilà les fameux hubs centraux. Il y a justement, en fait, avec tous ces projets que tu as sortis au fil des années, tu es aussi directeur de publication, etc. Enfin, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu arrives encore à jouer malgré tous ces projets-là? Pas assez. Ça fait quelques années où c'est un peu compliqué. Alors, dernièrement, ça fait quelques temps, moi, c'est le Steam Deck qui m'a un peu sauvé la vie par rapport à ça, quoi. Le fait de pouvoir, jouer à tout le catalogue Steam, sur un écran portable, ça me permet justement de, de pouvoir jouer un peu plus qu'à une certaine époque où j'avais quasiment, dû arrêter. Et puis, en fait, ça par contre, le manque de temps a un peu transformé justement ma manière de jouer aux jeux vidéo, quoi. C'est-à-dire que les jeux de plus de 20 heures, ça devient très, très compliqué, quoi. Quand à la place d'un open world, je peux faire, 4 ou 5 jeux indés, bon, bah, je vais peut-être plutôt privilégier les jeux indés qui se terminent un peu plus vite. Donc, voilà, il faut trouver un peu des astuces pour arriver à continuer à jouer malgré, la charge de travail. Ça se fait à peu près. Mais on a quasiment le même âge, donc je pense que ça vient aussi avec l'âge, le fait qu'on va privilégier des jeux plus courts plutôt que des jeux très très longs, parce qu'en fait on n'a plus le temps, on a une vie d'adulte quoi au bout d'un moment. C'est ça. En 2025, tu travailles avec le studio français Game Baker sur le jeu Kern. C'est une simulation d'escalade, mais avec quand même une histoire riche, une atmosphère visuelle vraiment unique. Ça a été un de mes énormes coups de cœur d'ailleurs. C'est ton tout premier jeu vidéo, il me semble. Comment est-ce que tu en es arrivé à signer avec Game Baker pour Kern? Alors, complètement par accident entre guillemets. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi vraiment le monde du jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et je m'étais vraiment dit, à terme, si je me lasse un jour de la bande dessinée, bon, bah, pourquoi pas, c'est un milieu qui m'intéresserait quoi, et en fait, Emeric Thoa, donc le directeur créatif de The Game Baker, voir parce que pour chacun des projets du studio, ils vont vers, un directeur artistique différent pour essayer d'avoir une patte graphique, un peu spécifique et vraiment essayer de se renouveler. Donc il se trouve que pour, Kern, c'est vers moi qu'ils sont allés et donc voilà, donc moi je j'avais pas prévu de mettre un pied dans le monde du jeu vidéo aussitôt, mais c'est vrai que quand il m'a proposé, j'ai pas hésité très, très longtemps parce que c'est un peu il y a beaucoup de chance là-dedans, quoi. C'est un peu l'exemple parfait, le truc, dont tout le monde rêve. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans une petite équipe où, que ce soit le scénario ou la direction artistique, je suis, seul à la barre. Je peux vraiment faire ce que je veux, enfin avec, évidemment quand même l'aval des boss du studio, mais il y a cette liberté créative que j'avais peur de voir disparaître justement en intégrant une équipe un peu plus grosse et finalement ça c'est jamais arrivé et et vraiment passionnant parce que autant, la direction artistique, alors on comprend très rapidement qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'il y a des limites techniques, des limites dans le moteur, donc il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Ça arrive assez rapidement. Concernant le scénario, ça a été un sacré challenge, quoi. Même si encore une fois, moi je suis habitué au fait de jouer et ben, écrire un scénario linéaire en bande dessinée où, on commence à la première page, on termine à la dernière et entre les 2 on a l'histoire complète et puis écrire un scénario de jeu principe que le ou la joueuse va peut-être passer 5 heures sur le jeu, peut-être 10, Ouais. peut-être voir tous les personnages secondaires, peut-être aucun et il faut quoi qu'il se passe
que l'aventure soit riche pour tout le monde, ça, c'était un challenge que j'avais pas anticipé. En tout cas, je pensais pas que ça serait aussi dur. Mais avant justement la partie scénario, comment est-ce qu'on transpose ces dessins dans un jeu vidéo? Parce que dans Kern, pour ceux voilà, qui connaissent pas le jeu, mais j'espère que vous le connaîtrez à l'issue de ce podcast, en fait, j'ai vu passer beaucoup de making-of du développement où on voit donc tes dessins dans lesquels tu as tracé un peu naturellement les chemins que pouvait prendre le joueur, parce que voilà, il a plusieurs chemins possibles, hein, ça n'est pas quelque chose de linéaire. Mais voilà, comment toi, quand tu dessines ces différentes montagnes, tu arrives à te dire, ok, là, le joueur va peut-être passer par là, donc il faut pas que je dessine de cette manière-là. Enfin, comment ça se déroule tout ça? Alors c'est marrant parce que il y a vraiment énormément d'allers-retours, c'est-à-dire que, ouais, il y a plein de choses justement que j'imaginais sur papier, où je me suis dit: «Bah, cette zone-là, on arrive, sur un palier un peu plus horizontal, un peu plus dégagé, on lève la tête et on voit un peu ces monticules qui nous permettent d'entrapercevoir le sommet», et en fait, il y a plein de trucs que tu peux imaginer sur papier, si tu les retranscris pas dans le moteur de jeu, tu sais pas si ça marche. Hmm. Et donc c'est vrai qu'entre les enfin, ont beaucoup évolué et été constamment modifiés, dans la mesure où des fois je proposais des trucs, ça marchait pas, donc je modifiais en dessin, on modifiait dans le moteur de jeu et ça permettait, voilà, à un moment de voir: «Ouais, mais là ça fonctionne». Donc c'est vrai que il y a les dessins finaux qui représentent la montagne finale, mais en amont, il y a eu énormément d'itérations pour essayer de, tu vois, rien qu'avoir cette espèce de perspective et de se dire: «Waouh, la montagne qu'on voit, elle va être géante». Bah, il y a eu beaucoup de boulot avant au résultat de ouais, il y a un effet waouh avec ça. Est-ce que, Et puis bon, ouais. est-ce que justement, lorsque tout ça prend forme, quand tu le vois virtuellement dans le jeu vidéo, tous tes dessins, c'est quoi la sensation qu'on ressent? Ah, bah, tu vois, c'est enfin un univers que tu as créé dans lequel tu peux te balader, quoi. C'est vraiment une sensation de fou, quoi. Tu te dis: «Waouh, mais là, c'est tangible, quoi. Je peux vraiment, arpenter les coins que j'ai imaginés». C'est enfin un truc qu'on peut encore une fois pas refaire en bande dessinée. Donc c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Tu t'en parlais et je le disais, le scénario il est très important dans Kern parce qu'on est aux côtés d'une alpiniste chevronnée qui veut gravir une montagne en apparence impossible. Par rapport à une BD, comment justement tu délimites un projet de ce type? Comment tu te dis, ok, là je vais faire l'histoire de ce chemin-là, puis d'un autre, parce que le joueur peut éventuellement rencontrer ce personnage, mais finalement non. Donc en fait il faut, enfin j'imagine que c'est très complexe en fait d'imaginer autant de voies possibles, alors que dans une BD, tu le disais, c'est plus linéaire. Donc on sait, il y a un début, un milieu, une fin, et voilà, t'as une bonne visibilité de ça, quoi. Le lecteur va pas louper 10 pages juste Ouais. pour la forme, quoi. Complètement. Alors déjà, il y avait un truc et ça c'était un truc dont j'ai eu conscience assez rapidement et on en a beaucoup discuté avec Emric. C'est-à-dire que, dans une bande dessinée, ce qui est le plus important, c'est le scénario et le dessin. Bon, point. Dans un jeu vidéo, ce qui est le plus important, c'est, le gameplay et ensuite le scénario et les graphismes. Et moi, il fallait que ce que j'écrive déjà soit toujours en appui du gameplay, essaye de donner un supplément d'âme aux sensations que procurait le gameplay, sans trop l'alourdir. Donc l'écriture des scénarios déjà est, alors pas relativement simple, mais en tout cas, elle se veut pas avec beaucoup de circonvolutions. C'est-à-dire qu'on a un objectif très clair, et ensuite, toute l'écriture va porter sur la psyché du personnage principal, les Mhm. rencontres qu'elle peut avoir ou non, mais vraiment cette sensation de se dire pourquoi elle grimpe, qui est fortement inspirée d'ailleurs, de pourquoi les alpinistes, les himalayistes, se mettent en danger de mort pour aller gravir des 8 000 mètres. Donc voilà, c'est déjà cette partie du scénario à se dire, il faut rester humble quant à ce que le scénario veut raconter. Il faut toujours qu'il puisse, supporter, le gameplay a envie de raconter. Et ensuite, il y a eu pas mal de batailles aussi, notamment avec, le game designer, avec les level artists. Moi, il y a plein de trucs où enfin moi, dans mon monde idéal, tu joues à Kern, mais tu passes dans absolument tous les embranchements que j'ai écrits, tu Évidemment. vois? Et il y a plein de moments où on m'a dit: «Non, bah, ça, si enfin, tu vois, ce personnage principal, ce personnage secondaire, si on le voit pas, c'est pas grave». Et moi, je me dis: «Bah non, non, c'est pas possible. Il y a un enjeu narratif et émotionnel là-dedans, c'est pas».
À un moment, il faut savoir, voilà, choisir ses combats et c'est ça aussi le travail en équipe, c'est de dire: «Bon, allez, j'abandonne là-dessus, mais par contre, c'est pas ces endroits-là, ces cinématiques, enfin, ces cutscenes précises, là, celles-ci, il faut pas les rater, il faut mettre l'accent dessus». Donc ça a été plutôt ça, plutôt de se dire, qu'est-ce qui fait l'essence, du scénario? Qu'est-ce qui doit absolument, rester en tant que squelette, narratif et émotionnel? Et qu'est-ce que je peux mettre un peu plus de côté pour les complétionnistes? Voilà, mais c'est très différent de enfin, de comment j'écris habituellement. Est-ce qu'il y a des choses que tu as supprimées, que tu as dû supprimer, que ce soit du scénario ou de tes dessins, parce que, à la fin, soit parce que bon, bah, vous aviez pas forcément le temps de le mettre en place ou tout simplement parce que ça n'était pas viable? Ouais, ouais, ouais. Il y a C'est pas une frustrant? grosse partie. Ah ouais, c'est ultra frustrant. Ouais, ouais. Moi, il y avait une grosse partie, c'est à la fin du jeu, il y a un moment où il y a une pause. On rencontre une personne à un endroit précis dans un refuge et on déambule un peu, il y a des discussions et on sent qu'au-dessus, il va avoir un palier infranchissable normalement. Et toute cette partie-là, moi, ça devait durer, 7 jours. En fait, le personnage était blessé, avait survécu à une avalanche et cette pause de 7 jours où finalement on enlevait aux joueurs et aux joueuses la possibilité de grimper et on ne pouvait que marcher. Bah, pour moi, il y avait une espèce d'implication un peu forte de se dire: «Le personnage est blessé, il faut qu'il réfléchisse à est-ce qu'il a envie de continuer ou non?» Et là, ça a été un non très, très clair, de l'équipe créative, quoi, qui a dit: «Bah, non, mais on peut pas emmerder les gens qui ont envie de grimper en les obligeant à marcher, de discussion en discussion pendant 1 heure de jeu, quoi, donc c'est niet». Et au final, c'est quelque chose, après beaucoup de réécriture qui se résume à peut-être 2 cutscenes, dans le jeu, quoi, pour essayer, enfin, voilà, j'ai essayé quand même en termes d'écriture d'arriver au même résultat, mais là, ça a été une grosse frustration, ouais. J'imagine et je me souviens très bien de cette partie-là et peut-être que ouais, je suis peut-être un peu du côté justement des producteurs du jeu qui sont, parce qu'effectivement le cœur du jeu ça reste l'escalade et peut-être faire durer ça aurait rendu un peu, caduc le concept même du jeu, je sais pas. Enfin après c'est pas moi qui crée le jeu vidéo donc au final ça je laisse ça, à toi, Mathieu. Alors, on va justement, parlons de toi, un peu de tes projets. Donc, Kern va avoir le droit à un DLC gratuit dans les prochaines semaines. Côté bande dessinée, tu as donc signé l'excellent Silent Jenny chez le label 619 pardon, en 2025. Il y a eu aussi, il y a quelques semaines, le tome 2 de Shin Zero. Ici, tu ne fais que écrire l'histoire, ce qui est déjà pas mal, hein, attention. Et le dessin, c'est celui de Guillaume Singelin. Comment est-ce que ça se passe, cette collaboration où voilà, là, tu ne fais qu'écrire l'histoire. Donc, du coup, c'est laisser le style artistique à quelqu'un d'autre que toi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, voilà, cette frustration de ah, mais j'aurais peut-être pas dessiné ça comme ça, etc. Comment est-ce que vous vous entendez là-dessus? Bah, alors justement, je pense que d'avoir travaillé avec un studio de jeux vidéo et avec des corps de métier qui ont, chacun leurs objectifs, ça m'a permis un peu justement de relativiser, tu vois, le côté un peu omnipotent et omniscient du scénariste-dessinateur qui décide de son projet et qui sait où il veut aller. Et justement avec Guillaume Saint-Jean, il y avait cette idée de faire un truc qui me ressemble en termes de scénario, mais qui ressemble aussi un peu à lui, ce qu'il a envie de faire, quoi. C'était d'ailleurs assez intéressant parce que lui-même est scénariste-dessinateur. Donc, on est tous les 2 scénaristes, on est tous les 2 dessinateurs, on n'a pas les mêmes casquettes sur ce projet-là et pour autant, connaissance assez pointue de ce que l'autre, est capable de faire, de telle sorte qu'il y a c'est pareil, il y a un va-et-vient constant entre moi, mes idées, mon scénario, lui qui va rebondir dessus, moi qui vais rebondir sur des dessins et ça permet d'avoir une espèce de symbiose comme ça assez fluide et c'est intéressant, justement sur Shin Zero, moi ça et de plus en plus, ça m'intéresse les projets un peu collaboratifs comme ça, où je perds un peu de contrôle et en même temps, c'est ce qui permet de se renouveler, de changer de ton, de pas s'enfermer
automatismes parce que justement, par exemple, Silent Genie, c'est 300 pages, 5 ans de ma vie. Je pense Silent Genie, je mange Silent Genie, je dors Silent Genie pendant 5 ans. C'est voilà, il faut être capable d'en sortir aussi et puis de se dire bon je peux aller voir aussi un peu d'autres choses. Le tome 1 justement de Shin Zero, il avait rencontré un très beau succès en librairie. Il a fallu créer un univers de zéro. Comment est-ce que c'est né au juste Shin Zero? Alors, je me doute de par tes passions diverses et variées, mais voilà, faut créer un univers de zéro avec énormément d'embranchements. Faut imaginer sur le long terme, même si on ne sait pas si le tome 2 sera validé, etc. C'est voilà, comment ça se travaille de créer un univers comme celui-ci? Alors à la toute base déjà c'est quelque chose qui se mûrit depuis longtemps. C'est-à-dire que moi en 2016, après avoir fini Shangri-La, j'hésitais justement entre passer à Carbone et Silicium ou faire un projet. J'avais juste un high concept à la base, c'était, des super sérisés, puis j'avais pas grand-chose d'autre. Mais le fait est que, j'étais parti sur Carbone et Silicium, donc un récit de SF avec des robots et j'avais vraiment mis de côté ce projet-là et c'est quand on s'est retrouvés sur cette envie commune de faire du Sentai avec Guillaume que, je l'ai ressorti et puis parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, l'univers, on l'a construit à 4 quand même avec aussi, avec donc Guillaume Singelin, Ron et Florent Mautou, donc les co Responsable du label c'est 619, hein? voilà, exactement, mes collègues du label 619 avec qui, justement, il y a une forte émulation on arrive à avoir un travail de groupe assez poussé quand même, généralement et quand il y a un projet un peu excitant comme ça, tout le monde a envie d'y participer. Donc on a été 4 un peu pour borner un peu les limites de l'univers, d'autant plus que le Sentai, c'est quelque chose de très référencé. C'est quelque chose aussi de très ringard. Donc voilà, comment on fait pour rendre ça intéressant, pour pas faire peur aux gens on va vous mettre un manga dans les mains, vous allez croire que c'est du Power Ranger et en fait pas du tout. Et en même temps, c'est ce qui était excitant, c'est-à-dire qu'on déconstruit le mythe, on utilise certaines références et en même temps on raconte quelque chose de beaucoup plus moderne. Moi, c'est ce qui m'intéresse quand on crée un univers, quoi, essayer d'avoir un ancrage un peu contemporain et pertinent dessus. C'est quoi ton prochain projet du coup, est-ce que tu repars pour 5 ans de dessin et de scénario Alors, on ne te revoit pas avant non. 2031, c'est ça? Non, non, alors j'espère que ça sera moins long. Non, justement, en fait, tu vois, c'est marrant parce que, moi j'ai fait Shangri-La, parce que je voulais dessiner des combinaisons spatiales à la Dead Space. J'ai fait Adrasté parce que, qui était de la mythologie grecque parce que j'étais fan de Shadow of the Colossus et là donc je vais faire de la dark fantasy parce que From Software et Elden Ring quoi, tu vois? Donc, le prochain projet sera de la dark fantasy parce que ouais, c'est pareil, c'est un univers, graphiquement qui est trop bien, qui donne envie et souvent, ouais, il y a une impulsion comme ça, jeu vidéo derrière l'envie des projets suivants. On te valide tout, j'imagine, puisque tu es à la fois un auteur à succès, responsable du label, etc. Est-ce que c'est facile de faire valider un sujet, un univers, une nouvelle création? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, beaucoup de chance, mais là, oui, oui, je Faut suis bien des arrivé à un avantages. stade ouais, où je peux faire ce que je veux, quoi. C'est quand même chouette. Alors, une dernière question quand même, parce que après Kern, est-ce que tu vas continuer à faire des jeux vidéo, par exemple, pour adapter une de tes précédentes bandes dessinées? Alors, pour la première partie de la question, ouais, là, d'avoir bossé sur Cannes, ça me donne envie de continuer clairement, parce que c'était une expérience assez folle et justement, enfin là, en ce moment, je suis en train de voir un peu mes options de peu qu'est-ce que je peux faire pour, continuer dans ce milieu-là? Et parce qu'il y a plein de choses à raconter encore à raconter différemment et c'est pour ça que si, là, je bossais sur d'autres projets, ça serait pas de l'adaptation, d'œuvres bande dessinée déjà faites. Je fais vraiment la distinction entre ce que je peux faire écrire et ce que j'ai envie de raconter en bande dessinée et justement les possibilités d'un médium différent, celui du Mmh. jeu vidéo où avec l'interactivité, finalement, on va pas
pas de la même manière. Mmh. Donc c'est toujours possible de faire des adaptations, mais je sais que j'ai des envies de raconter des choses en bande dessinée parce que, bah, voilà, ça c'est mon métier et j'ai aussi des projets qui commencent à se dégager spécifiquement jeux vidéo. Eh ben, on a hâte. En tout cas, moi, j'ai vraiment très très hâte. Donc, je rappelle, toutes les BD de Mathieu Bablet sont évidemment disponibles. Moi, voilà, je vous conseille Shin Zero, Silent Jenny aussi, qui est vraiment exceptionnel. Mais on va conclure quand même cet épisode avec le quiz. Tu nous as parlé de tes jeux vidéo favoris. J'ai donc préparé une petite liste de questions auxquelles il va falloir répondre très rapidement. Attention, on va voir si tu les connais vraiment. Donc moi j'ai la première question, attention, sur Shadow of the Colossus. Comment se nomme le cheval du héros Wander ? Alors, Argo. C'est exactement ça. Je Oui, t'ai vu douter quand même à travers la caméra. Deuxième question. Combien de jeux au total Fumito Ueda a développé en comptant Gen Atlas, son prochain projet ? Attention, il y a un piège. Ah non, parce que j'allais dire 4. Donc si tu dis qu'il y a un piège... Oh non, je sais pas. Non, il a pas bossé sur Police Note en tout premier jeu. Alors non, son tout premier jeu, du coup, 5. Alors la réponse est bonne, mais effectivement, il avait bossé sur Enemy Zero chez Sega. Il avait travaillé sur les cinématiques, mais voilà, bon, il fallait le savoir et en même temps, ça a pas été, il a pas été le directeur du jeu, etc. En tout cas, j'imagine que tu attends avec impatience Gen Atlas, qui sortira a priori l'an prochain, qui sera édité par Epic Games. Moi aussi, c'est vrai qu'il a l'air vraiment pas mal ce jeu. Je pense qu'on mettra des petites illustrations pour ceux qui regardent en vidéo pour que vous puissiez voir. Et ensuite, dernière question du quiz. Quel alpiniste de renom a été consulté pendant le développement de Kern ? Donc c'est Elisabeth Révol qu'on a consulté pendant la création du jeu, au tout début. Elle a gravi l'Everest en 2019. Cette collaboration, elle s'est passée naturellement quand tu l'as contactée en lui disant voilà, on fait un jeu vidéo sur l'alpinisme. Est-ce qu'elle t'a dit allons-y, discutons, ou est-ce qu'il a quand même fallu la convaincre ? C'est Emeric et Audrey, donc les boys du studio, qui l'ont contacté en premier parce que justement il y avait cette envie de trouver une forme de véracité à la fois dans la simulation du jeu et puis dans nous ce qu'on avait raconté. Et en fait, elle a été à fond dès le départ et ça a été déterminant justement pour l'écriture du personnage principal sur ses motivations et pourquoi elle avait envie de grimper cette montagne. Et ben en tout cas, je pense que ces conseils ont été bien avisés parce que vraiment Kern est un excellent jeu. Je le rappelle, je l'ai répété 4 fois dans ce podcast, mais il faut le redire, achetez-le, c'est vraiment une pépite made in France. Merci beaucoup Mathieu Bablet d'être venu dans Player 2. Le podcast, il est à retrouver sur toutes les plateformes, mais aussi sur bfmtv.com et sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous dire justement c'est quoi votre jeu vidéo préféré. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!